décrocher. Je n'ai pas un bouton dans ma tête, j'appuie et je deviens un autre Albert. C'est des selfs, on appelle ça des social selves, des selfs sociaux, qui émergent selon le contexte, avec des normes sociales, avec des coutumes, avec des cultures, et qui conditionnent comment je fonctionne. Et je fais ça de manière très très automatique, et ça ne me coûte quasiment rien d'être plusieurs. Comme disait Renaud, je suis une bande de jeunes à moi tout seul, et ça se passe très bien. Je vais revenir aux 3 étapes que j'ai citées en début d'interview, parce que c'est sur ça que j'appuie mes rencontres avec les gens. Dans ces 3 grosses tranches dont je vais te rappeler un peu les principes, simplement, la première étape, c'est celle où on se sent pas appartenir au collectif, on se demande ce qu'on fout dans ce corps, en gros. La deuxième, c'est quand une étiquette vient nous expliquer ce décalage de façon rationnelle et pas toujours scientifique. Et la troisième, c'est celle où on peut aller enfin vers l'humanité pour tenter de se dire, bon, ça y est, je suis un humain, c'est bon, je peux me frotter aux autres et être un autre pour eux de façon constructive et plus détendue. Est-ce qu'il y aurait dans chacune de ces étapes, pour toi, des biais cognitifs qui seraient exacerbés en fait par ces étapes-là? Donc quand on se sent extraterrestre dans la vie, est-ce qu'il y a des biais cognitifs qui s'allument plus fort, selon toi? Il y a des biais cognitifs tout le temps. Donc, dans ce que tu me dis, comme ça, intuitivement, et c'est basé sur rien du tout, puisque justement, c'est un modèle que Ouais. tu as construit, donc je pense pas qu'il y a des recherches dessus. Mais le risque, c'est des biais de sélection et de confirmation. C'est-à-dire, tu vas te souvenir de quand tu es en décalage par rapport aux autres, et tu vas oublier quand tu es exactement pile comme tous les autres humains. Et donc, tu vas renforcer cette hypothèse, tu vas avoir un raisonnement motivé, tu vas réfléchir plutôt comme un avocat que comme un détective pour renforcer que oui, justement, moi, je suis un extraterrestre et les autres font du gros n'importe quoi, alors que tu vas pas remarquer que tu descends des escaliers comme tout le monde, que tu manges comme tout le monde, que tu dors comme tout le monde, que tu fais pipi comme tout le monde, que tu t'habilles comme tout le monde, que tu parles comme tout le monde, que tu traces comme tout le monde, que et du coup, tu vas juste omettre toutes les choses qui sont le tronc commun énorme et tu vas mettre une sorte de loupe sur les différences. C'est très très facile de trouver des différences et de se dire je suis spécial, quoi. C'est peut-être une des choses les plus faciles, une des citations que j'aime le plus. C'est une des idées les plus dangereuses qu'on pourrait avoir, c'est de se dire si tout le monde était comme moi, le monde serait meilleur. En gros, genre. Et c'est très facile, et c'est très séduisant comme idée, de penser qu'on a la solution à tout. Et la corollaire de cette idée, c'est de se dire que moi je suis différent des autres, et les autres, c'est eux la source des malheurs du monde. Et que si tout le monde voyait les choses comme moi je les voyais, et si j'étais moins extraterrestre, ou si les autres étaient plus extraterrestres comme moi, euh, ça irait mieux. Mais je pense que oui, c'est assez facile, en tout cas d'un point de vue de cherry picking, euh, de mettre le, de mettre le projecteur, notre attention est comme une sorte de projecteur, sur où est-ce qu'on le met, c'est ce qu'on voit, de mettre le projecteur sur toutes les différences qui vont venir renforcer ce sentiment d'aliénation, et de mettre de côté toutes les choses qui, au contraire, je suis pile comme tout le monde. Ouais, ouais, du coup, on avait déjà évoqué ça un petit peu. C'est vrai que quand on pousse juste en expérience de pensée le fait que tout le monde devrait être comme nous, bon, si tout le monde a la même gueule et les mêmes réflexes et tout ça, on va pas aller bien loin non plus. Ça ressemble à une dictature où tout le monde s'habille pareil, tout le monde pense pareil, et bon, on arrive assez vite dans une dystopie finalement. Euh, Ouais. Après, je pense que c'est très difficile de penser pareil de toute façon. Bien sûr. Donc c'est Et compliqué. c'est plutôt une chance que ce soit Oui, pas oui, le c'est cas clairement. d'ailleurs. Non, non, je pense que au contraire, c'est une super chance. Après, encore une fois, c'est un point de bascule. Si on pense trop de manière, chacun pense de manière trop différente et on veut pas se conformer un peu les uns avec les autres, c'est très difficile de collaborer. Et si on se confirme tous tout le temps de la même manière, on perd la richesse de la diversité d'approche. Ouais, ça c'est très juste. Et justement, c'est une question que je pose aussi régulièrement. Est-ce que tu pourrais nous dire c'est quoi pour toi l'altérité? En tout cas, les autres sont une sorte d'extension de nous et on se construit de manière comparative. Genre, si on regarde cette notion de catégorisation, souvent on crée des catégories, on s'identifie à une catégorie et puis on compare. Et c'est ces jeux, encore en boucle de rétro-contrôle, qui vont faire le truc. Mais c'est compliqué. J'ai pas de réponse Euh, satisfaisante qui me vient en tête, quoi. Non, mais y a pas de souci, hein. Moi, je pose des questions et puis voilà, après, je propose, tu disposes. Est-ce que le sentiment de solitude qu'on peut nourrir, enfin, qui peut tourner à l'intérieur de nous,
Hmm. l'isolement social pousse les certitudes intérieures à se multiplier et à se densifier et à se justifier les unes les autres beaucoup plus que si on est en contact. Alors, oui, quand on est seul, on est moins exposé à de la diversification, et du coup, on a plus tendance à se dire qu'on a raison. Et j'aime bien dire que les personnes qui n'ont pas confiance en elles ont souvent très très confiance en l'opinion qu'elles n'ont pas confiance en elles. Du coup, c'est la seule idée. Il y a de tout sauf de cette idée que je suis pas bon. Et c'est assez ironique, je trouve. Ouais, je On suis bien devrait plutôt d'accord. douter de cette idée-là plutôt que de douter de toutes les autres idées autour. Dans cette étape 2, celle de l'étiquetage, Mhm. quand on se sent extraterrestre et compris dans son côté extraterrestre, bah justement, il y a la tentation de l'entre-soi Ouais. et de la stratégie unique pour se comprendre soi et comprendre les autres. On n'a plus qu'une grille de lecture et on fait passer tout à travers cette grille de lecture-là. Est-ce que ça porte un nom, ça? Le fait d'utiliser une seule grille de lecture pour expliquer son rapport au monde et aux autres? On retrouve ça souvent dans certains courants d'activisme. On appelle ça la pureté intellectuelle de l'activiste. Quand tout passe par la même grille de lecture, et on appelle ça les billets dans deux groupes. On va créer un groupe social, on va se renforcer les uns les autres. On va considérer que si quelqu'un dans notre groupe social s'écarte un peu de notre norme, on va le critiquer très très fort pour l'exclure, et que toutes les personnes qui sont extérieures à notre groupe, de toute façon, sont cons et ne comprennent rien. Et du coup, oui, effectivement, ça fait partie de ces biais d'endogroupes et d'exogroupes. Ok, ouais, c'est ce Tout qui se ça, passe c'est de dans la les partis cognition sociale. politiques des fois ou dans les mouvements, ouais, les mouvements politiques ou les mouvements. Bien sûr. Bah, on va essentialiser les gens sur une opinion et penser que cette opinion, c'est l'identité de la personne. Alors que c'est pas le Ouais. cas. C'est quoi la question? Est-ce qu'il t'arrive régulièrement de croiser des gens qui n'ont pas du tout ta vision du monde et qui vont t'expliquer en quoi leur vision, par exemple, je sais pas moi, du nationalisme, par exemple, est la plus valable Oui, bien dans sûr. notre période. Bien sûr. Ça veut pas dire que je suis convaincu, mais bien sûr, il y a plein de gens qui peuvent. En fait, à Kiasma, on travaille sur, on organise des débats, et le but des débats n'est pas d'avoir raison, mais d'expliciter pourquoi on a une certaine opinion, et plein de fois, pour une opinion, on peut avoir des arguments valables. Parce que c'est, puis, encore une fois, on revient à cette notion de vérité. Est-ce qu'il y a une vérité sur tous les sujets? Non, il y a des sujets qui sont coloriés par mon éthique, par mes valeurs personnelles, etc. Il n'y a pas une méthode scientifique ou un raisonnement critique pour savoir quel est le meilleur âge de vote, ou si on est pour ou contre la peine de mort. Il y a des arguments de peine de mort ou contre la peine de mort qui dépendent de la moralité du groupe social qui est en train de défendre le point de vue. Et du coup, si moi je pense que tuer quelqu'un qui a tué, c'est pas très grave, bah, j'ai plein d'arguments pour la peine de mort. Et si moi je considère que si je tue quelqu'un qui a tué, bah, je deviens un tueur, je vais avoir plein d'arguments contre la peine de mort. Et donc, ça Ouais. dépend de quel point de vue on se place. Est-ce que je suis utilitariste? Est-ce que j'essaie de créer de la société la plus utile? Est-ce que je suis pour l'égalité sociale? Est-ce que je suis pour la maximisation des richesses, etc. Et tout ça, c'est une sorte en filigrane, va orienter ma vision du monde. Et bien sûr, quand je fais des confs, parfois je suis exposé à des personnes qui vont m'expliquer que le nationalisme, c'est quelque chose de très important parce que pour eux, par exemple, défendre une sorte d'identité fantasmée dans leur tête, unique et monolithique un peu, c'est quelque chose de très très important. Et si je me mets à leur place, ils ont ce qu'on appelle une cohérence interne. Ils sont cohérents avec leurs valeurs. C'est juste que moi, je considère que c'est pas une société dans laquelle j'aimerais tendre. Et du coup, moi, je suis quasiment antinationaliste, on va dire. En discutant un peu de vocabulaire, est-ce que la notion d'intérêt général, tu l'éclaires d'une façon particulière? Est-ce que tu peux nous en parler? Eh ben, tout dépend. C'est quoi l'intérêt général? Est-ce que l'intérêt général, c'est, par exemple, je sais pas, si je suis libéral, pour faire un peu, on va faire des catégories très crues, on va pas rentrer dans les technicalités, donc personne ne vient de me dire, ouais, mais c'était pas ça, c'est pas ça. Je fais un peu dans la caricature, mais si je suis, je sais pas, libéral, l'intérêt général, c'est de permettre à chacun d'avoir le maximum de chances de pouvoir exprimer ses désirs. Mais l'intérêt général pourrait être, non, de mettre des limites pour qu'il y ait le maximum de gens qui vivent une vie décente. Du coup, si quelqu'un a travaillé et peut gagner 1 milliard d'euros par mois, l'intérêt général serait de le limiter. Et donc, on revient à cette notion de l'intérêt général. Pour qui? Pourquoi? Selon quels critères? Est-ce que l'intérêt général, c'est de maximiser combien une personne peut gagner d'argent? Est-ce que l'intérêt général, c'est de pouvoir faire en sorte que tout le monde se soigne, que tout le monde s'éduque, qu'on puisse marcher, que les femmes puissent marcher la nuit sans se faire harceler, que les personnes des minorités de genre ou raciales ou religieuses puissent
euh, exprimer leur identité sans qu'on les stigmatise, etc. Et on revient à cette notion de valeur, d'éthique, de morale, qui devient... Et c'est une des raisons de pourquoi il n'y a pas vraiment beaucoup d'objectivité, parce que tout est colorié par cette moralité et cette éthique Ouais. et ces valeurs qui, eux, sont pas objectifs. Genre, il y a des personnes qui pensent que la priorité est aux Français, par exemple, et d'autres qui disent non, pourquoi? Genre, on est tous humains. Et donc, et on n'a aucun mérite d'être français. C'est par hasard que tu es né sur ce bout de terre et pas un autre bout de terre. Et évidemment qu'ils vont avoir beaucoup, beaucoup de mal à débattre parce qu'ils sont pas en train de débattre de faits communs, ils sont en train de débattre de valeurs. Et il y a des gens qui veulent pas changer leurs valeurs parce qu'ils trouvent que leurs valeurs sont bonnes. Je pense que c'est important de temps en temps de remettre ça un peu dans les discussions, parce que cette notion d'intérêt général, elle est quand même brandie comme si on n'avait qu'un seul. Donc voilà, c'était histoire de faire un petit crochet Il y par a rapport. un seul, mais il dépend de l'angle d'attaque de la personne. Du coup, il est un Il y seul et a un moi, seul par personne, donc il y en a il y plusieurs. a un seul oui, voilà, il y a plusieurs et un seul en même temps. C'est Mm. compliqué. Et après, tout le but. En fait, le cadre qu'on appelle le cadre démocratique, dont on parle souvent, c'est aussi le but, c'est pas de créer des consensus, mais c'est d'organiser le dissensus sans qu'on se tape dessus. Les gens qui Ouais. perdent ne se disent pas je me tire. Ils disent ok, j'ai perdu, j'essaierai de mieux persuader la prochaine fois. Est-ce que tu veux bien nous parler un petit peu du locus de contrôle interne et du locus de contrôle externe? Et est-ce que d'après toi, il y a une prégnance de l'un sur l'autre culturellement, sociologiquement, aujourd'hui? Ça dépend des sujets, parce que c'est contextuel. Du coup, le locus de contrôle interne, c'est les choses que je considère sur lesquelles je peux agir, et le locus de contrôle externe, c'est les choses qui m'échappent quelque part, sur lesquelles je peux pas agir. Et ça dépend des choses. Par exemple, le réchauffement climatique, aujourd'hui, a un locus de contrôle assez externalisé. C'est pour ça qu'on fait pas grand chose. On sent qu'on peut pas agir dessus, alors que parfois, c'est pas vrai. On peut pas agir dessus plus que ce qu'on croit. Alors que, je sais pas, l'achat de ma voiture est un locus de contrôle interne, conditionné par mon budget, parce que c'est un continuum. Là aussi, c'est pas interne ou externe. Donc, si j'ai un compte en banque infini, ben, mon locus de contrôle interne, c'est quelle voiture je j'achète. Alors que si je suis au SMIC, mon locus de contrôle, je peux choisir quelle voiture j'achète, mais dans un set restreint de choix de voiture. Je peux pas aller acheter une Lamborghini. Et du coup, il y a un facteur culturel dans tout, mais aussi c'est très conditionné par le sujet auquel je pense. Et après, il y a des choses qui sont associées d'un point de vue clinique. Quand on a, je sais pas, quand on est déprimé, on a plutôt un locus de contrôle qui est externalisé. On sent qu'on ne peut rien contrôler, qu'on subit en permanence. Alors que si je suis, je sais pas, mégalomane, je pense que je contrôle tout. Mais donc j'ai un locus plutôt internalisé. Il n'y a pas un truc genre comme ça général. C'est plutôt par sujet. Ouais. Ouais, dans les prises de parole que je t'ai entendu faire, il y avait l'inversion en fait de prôner la confiance en l'autre et la méfiance vis-à-vis de soi-même. Mais j'imaginais justement qu'il s'agissait d'un élan qui visait à rééquilibrer une sorte de tendance actuelle qui était inverse pour toi, dans ton ressenti. Ouais, il y a tout un courant qu'on appelle le développement personnel qui dit fais confiance à ton intuition, fais confiance à tes émotions, tu sais ce qui est bon pour toi, etc. Alors que je pense qu'on n'est pas apparié cognitivement pour avoir des opinions éclairées sur tout. Et donc, c'est important aussi parfois d'être un mouton, mais il y a une manière de se conformer. Il y a ce qu'on appelle la conformité normative. C'est quand on se conforme pour plaire, et ça, c'est pas tout le temps top. Mais il y a aussi ce qu'on appelle la conformité informationnelle. C'est quand je peux reconnaître que l'autre a des informations de meilleure qualité que la mienne, et du coup, je devrais leur faire confiance plutôt que me faire confiance à moi-même. Du coup, me délaisser pour me conformer à l'autre, parce que, et on le fait tous les jours avec plein de choses. Là, on est en train de se conformer aussi bien moi que toi sur les ingénieurs qui ont permis de construire nos ordinateurs et nos webcams. On s'est pas dit, on va pas être des moutons et on va chacun bricoler sa webcam chez soi, parce que là, on n'aurait pas les connaissances nécessaires pour faire ça. Et on le fait quand on prend le train ou qu'on met notre vie en péril sur la conformité informationnelle aux ingénieurs de la SNCF et aux conducteurs du train, parce que ça va à 300 km/h, etc. Mais bizarrement, quand on passe au monde des opinions, là on veut plus se conformer, on veut faire nos propres recherches et s'informer seul. Alors que c'est pas tout le temps top de faire ça. Il y a un truc aussi un sujet qui me tient à cœur, c'est en fait l'équilibre entre penser, douter et agir. Et douter, c'est aussi quelque part retarder le moment de passer à l'action. C'est quand j'ai le loisir de retarder l'action. Parfois j'ai pas le choix. Oui, bien sûr, évidemment. Euh, mais justement, je pense que pour la plupart d'entre nous, dans cette partie-là du globe, on a cette possibilité de réfléchir longtemps avant d'agir, et ça peut devenir une sorte
de façon d'avoir de plus en plus de mal aussi à passer à l'action et à poser, parce qu'on peut peser le pour et le contre, on a envie de poser l'action parfaite. Alors là, je parle évidemment aussi sur ce que je connais personnellement, tu t'en doutes, mais c'est comment gérer l'équilibre complexe entre réfléchir, remettre en question, douter et la nécessité d'agir, de prendre des décisions, de faire dans des situations qui sont pas urgentes en fait. Bah, ça revient aux enjeux, par exemple. Est-ce que si je prends une mauvaise décision, c'est quoi l'enjeu? Genre, pas toutes les décisions, genre, je veux aller manger, je vais pas passer des heures à douter de est-ce que je vais manger pizza ou asiatique, quoi. À un moment, je dois trancher, et si je fais le mauvais choix, c'est pas très très grave. Par contre, il y a des choses qui ont un enjeu plus important. Et surtout, est-ce que j'ai besoin de trancher? Si c'est des questions socio-scientifiques sur, je sais pas, le nucléaire, est-ce que c'est bien ou pas? Est-ce que j'ai besoin de trancher alors que je suis pas du tout dans ce domaine-là? Et donc, il y a plein de délibérations pour trouver cet équilibre. Combien de temps est-ce que j'ai passé à réfléchir? Est-ce que je suis tombé dans ce qu'on appelle des raisonnements circulaires? Je suis en train de tourner en rond, où les conclusions sont en train de prouver le début, ou quand je suis en train de faire du surplace. Donc, j'ai vraiment tout fait et je suis maintenant dans une fuite en avant pour ne pas agir. Et donc, il y a ces différents facteurs qui viennent moduler quel est l'impact de me tromper, combien de temps, est-ce que je suis en train de encore faire émerger de nouveaux arguments, est-ce que j'ai vraiment besoin de trancher ou de réfléchir à ce sujet, etc. Et tout ça va venir colorier et informer si je devrais le faire ou pas. Du coup, j'en reviens aux étiquettes que j'ai déjà citées. Et Ouais. je voudrais savoir ton regard sur ces étiquettes-là, l'autisme, la douance et l'hyperactivité, l'hypersensibilité, principalement. Est-ce que pour toi, certaines de ces étiquettes sont plus solides que d'autres? Alors, ça dépend ce qu'on met derrière. Évidemment qu'il y a des personnes qui sont surdouées, ça a une définition, c'est à peu près, je pense, 0,7% de la population, un truc comme ça, et encore une fois, c'est un avantage, mais je pense qu'on utilise ce mot très facilement, et du coup, la manière dont on l'utilise n'est pas hyper solide scientifiquement. L'hypersensibilité, je pense que ça, c'est le moins solide scientifiquement. Je vois pas trop qu'est-ce que ça veut dire. Genre, si je demande à 10 personnes de définir l'hypersensibilité, chaque personne va me dire quelque chose. Ça semble avoir une composante émotionnelle, ça semble avoir une composante parfois d'empathie, parfois de machin, mais je vois pas trop. Est-ce que c'est une hypersensibilité quoi, à l'épiderme, émotionnelle, machin? Je pense que ça, c'est la moins solide. Et l'autisme, c'est une maladie définie, caractérisée. Après, encore une fois, il y a une différence énorme de quand je parle de l'autisme, de mes potes chercheurs qui travaillent à l'Institut Pasteur au Canada sur l'autisme, et quelqu'un qui me dit oui, je suis sur le spectre parce que j'ai du mal à comprendre les émotions des gens, et qui s'est auto-diagnostiqué parce qu'il a vu une vidéo sur Internet et se dit que c'est moi. Mais clairement, c'est un champ d'études hyper solide selon ce qu'on met derrière sur l'étiquette. Du coup, je dirais l'autisme, c'est peut-être le plus solide. Si on parle d'un point de vue formel pour des chercheurs qui bossent dessus, puis on passe à la surdouance. Mais encore une fois, la majorité des recherches sur la surdouance, c'est plutôt pour soit comprendre le pourquoi du comment, soit genre montrer que c'est quelque chose qui est relativement bon à avoir, mais que c'est une distribution normale, et du coup ça touche vraiment genre une minorité, et donc limite c'est pas tellement important pour la population générale. Je sais pas pourquoi tout le monde parle de surdouance alors que c'est vraiment une partie infinitésimale de la société qui pourrait potentiellement être concernée par le truc. Donc c'est scientifiquement solide, mais c'est complètement marginal et anecdotique pour la vie quotidienne. Pour probablement toutes les personnes qui vont nous regarder, il n'y a aucun qui a une des qui est surdoué dans le sens que moi j'utilise, ou peut-être Ok. 0,7% des gens qui nous regardent. Alors, je sais plus si c'était 0,7, je vais m'assurer de la distribution normale. Donc, je sais pas si vous voyez ce qu'est une distribution normale, c'est une sorte de Gauss, machin, et Ouais. le delta, le dernier delta, oui, à 0,1 même, ou 0,025, ou ça dépend des figures, 2,37, ça dépend de ce qu'on utilise, mais en tout cas moins que 5%, moins que 3%. Donc, Ouais. il y a très peu de gens, on va dire ça. En général, la majorité, c'est souvent des parents qui me disent ouais, mon fils, ma fille sont surdoués, et souvent je dois faire le travail très difficile de leur expliquer qu'il y a très peu de chances que ce soit le cas, et que c'est une bonne chose, potentiellement. L'hypersensibilité, je dirais que c'est le truc le moins solide d'un point de vue de recherche, puisque hypersensible à quoi, dans quel contexte, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est genre l'inverse d'une anédonie où on n'a pas beaucoup d'émotions? Est-ce que c'est un trop d'émotions? Est-ce que c'est un truc qui est lié à la régulation émotionnelle, à l'empathie, à la contagion émotionnelle, etc. Donc voilà, je dirais ça comme ça. Mais ce qui m'intéresse par contre énormément,
beaucoup plus que ces 3 mots, c'est le sens qu'on leur donne. Par exemple, c'est vrai que je pense que la surdouance est pas autant présente que ce qu'on le croit, mais je suis très intéressé par le courant de coller cette étiquette à tout le monde et n'importe quoi, parce que je pense que ça révèle beaucoup de choses sur l'idéologie politique, sur les valeurs d'une société, etc. Je ne fais pas de la recherche sur l'autisme, c'est un sujet très très pointu que je maîtrise pas très très bien, mais je m'intéresse beaucoup à ce surdiagnostic ou cet autodiagnostic de plein de gens qui se disent je suis, je sais pas comment ils disent, neuroatypique. Donc, tu vois, il y a même des mots qu'on va utiliser parfois pour changer ce qu'on dit, pour ne pas faire dans ces étiquettes. Et je suis très intéressé par ces mouvements de société plutôt que par aller vraiment étudier ce qu'on appelle les génies. Je suis intéressé par tout ce mouvement quasi sociétal autour du développement personnel, autour de ce business, de bouquins, d'ateliers, de zèbres, de machins, qui se greffent sur cette notion de, en fait, t'es un génie et c'est pour ça que ça le fait pas. Il y a des personnes que je suis sur Facebook, je sais même pas s'ils savent que je suis dans leur contact, qui sont vraiment, qui mettent des posts sur, ah bah voilà, lui c'est un zèbre, c'est pour ça qu'il pense comme ça, ah les neuroatypiques ne pourraient jamais être en couple avec une personne qui ne l'est pas, machin, machin. Et ça me fascine pas mal. Beaucoup plus que la recherche formelle sur quelqu'un qui a un QI au-dessus de, je sais plus c'est quoi, 135 ou 140, je sais plus c'était quoi. Ouais, dans ce que tu viens de me dire là, en fait, moi, je me pose cette question-là parce que je vois que justement les étiquettes fleurissent en ce moment. C'est un truc Ouais. qui est relativement. Mais aussi les étiquettes qui ont attrait à la sexualité, aussi les étiquettes qui ont attrait. En fait, les minorités se revendiquent dans leurs différences et ont envie d'être intégrées au sein de l'ensemble, tout en revendiquant ces différences-là. Donc il y a quelque chose aussi qui dépasse le phénomène cognitif, Je qui, à pense que mon c'est sens, est. différent quand même. Je pense que c'est différent. Parce que par exemple, un enfant qui aujourd'hui va avoir une étiquette surdoué, il y a de très très fortes chances qu'il y a une dizaine d'années, on lui aurait dit qu'il a un TADA, un trouble d'hyperactivité, de déficit de l'attention. Et ça, c'est très différent parce que ce sont des étiquettes qui sont supposées informer des compétences. Genre que tu as un manque d'attention ou que tu as trop d'intelligence. Alors que les étiquettes, par exemple, sur l'orientation sexuelle, c'est pas des compétences, c'est un truc descriptif. Genre, je suis attiré, je me sens, j'ai une dysphorie. Je sens que je suis pas à l'aise dans le genre auquel qu'on m'a assigné à l'enfance. C'est un peu comme si tu me dis, en fait, j'ai les yeux bleus. C'est descriptif. C'est pas Oui, une compétence. Et du coup, dans l'identité de genre, plein de fois, c'est des personnes qui sont en train de s'auto-revendiquer descriptivement, qui sont en train de dire à la société, en fait, moi, je suis attiré par les personnes du même sexe que moi. C'est pas une compétence. Alors que dans le truc de la surdouance, ce qu'on appelle la surdouance, ou l'hyperactivité, ou l'hypersensibilité, etc., c'est à trait à des compétences. Genre, j'ai pas les compétences nécessaires pour pouvoir supporter ce truc émotionnel parce que je suis hypersensible. J'ai pas les compétences nécessaires de pouvoir comprendre les autres parce que je suis sur le spectre autistique. Et du coup, c'est pas vraiment la même chose. Après, est-ce que il y a une revendication des minorités? Oui, et je pense que c'est une bonne chose, parce que pendant longtemps, on n'a rien à foutre des minorités. Donc ça, c'est une bonne chose. Mais je ne dirais pas que c'est la même chose, une minorité comme genre les personnes, je sais pas, les Noirs ou les musulmans ou les Arabes, dont je fais partie, qui disent, écoutez, on n'a plus envie d'être marginalisés, et c'est descriptif, versus les trucs de je m'autodiagnostique, des trucs qui vont pas quelque part, ou qui vont trop bien, et qui a trait avec des compétences. Et du coup, il y a derrière quand même une notion de presque médicale. Des gens qui vont aller faire des tests pour évaluer leur intelligence, pour montrer qu'ils sont surdoués, etc. Alors que personne ne fait un test pour savoir si je suis homo. C'est normal que quelqu'un s'autoproclame, genre je peux dire je suis homo, ou je suis hétéro, ou je suis trans, je suis dysphorique, etc. C'est descriptif, je suis en train de dire mon expérience subjective phénoménologique de vie, et il y a des personnes qui vont dire non, tu l'es pas, et ça c'est complètement absurde, je suis juste en train de dire ce que je sens, et personne n'a accès à ma subjectivité, à mes phénoménologies, et des personnes qui vont aller payer de l'argent, voir des gens qui vont en profiter, publier des livres. Encore une fois, je pense qu'on peut très rarement occulter le côté économique et pécunier de ces sujets autour d'un manque de compétences qui peuvent expliquer une souffrance et des gens qui prétendent que et je vais t'expliquer pourquoi et t'aider, etc., etc., à partir d'un truc qui n'est pas aussi solide que ce qu'on croit, on va dire.
Est-ce que, justement, à titre personnel, tu reçois des gens qui ont ces étiquettes-là et est-ce que ça influe ton accompagnement? Comment tu gères une personne qui vient et qui te dit j'ai cette étiquette-là Moi, je et vais en je viens te discuter avec elle. consulter? Je vais en Ouais, discuter avec elle. Voir qu'est-ce qu'elle veut dire par cette étiquette, comment est-ce qu'elle l'a découverte, est-ce que c'est la structure, est-ce que ça fait longtemps, est-ce que c'est récent, est-ce qu'elle est perdue, etc. Ça dépend, il y a le groupe et puis il y a l'individu. Et moi, quand je suis avec un patient, c'est l'individu qui m'intéresse, pas ce qui se passe autour dans la société. Donc, c'est un peu au cas par cas, quoi. ok, j'entends. Quelle serait ta réaction à toi si on t'annonçait que bah voilà, t'étais quand même concerné par l'une des étiquettes citées précédemment? Laquelle? Bah, une de ces étiquettes, c'est-à-dire si Alors, ça se trouve donne-moi un t'es exemple. surdoué et tu le sais pas. Si ça se Bah, trouve t'es je vais autiste et demander tu la le sais première. pas. La première chose que je vais demander, c'est comment est-ce que vous le savez? Genre, quelqu'un Ok. vient me dire, Albert, tu es surdoué, je vais te dire comment tu sais. Non, mais si on t'annonçait, bah voilà, est-ce que tu voudrais passer les tests, par exemple, si on te disait, bah, est-ce que tu veux bien passer, par exemple, les tests ou les rendez-vous avec un psychiatre qui vont déboucher sur oui ou non un diagnostic de TSA? Toi, ça t'intéresse pas, ça, à Non. titre personnel? Non, Ok. parce que dans ce cas-là, pourquoi est-ce que je vais aller passer des tests pour voir si je suis TSA? Je vais pas aller passer des tests pour voir si je suis anxieux ou schizophrène ou déprimé. C'est-à-dire, à un moment, on revient à cette notion de, il faut prendre des choix dans la vie sur comment tu dépenses ton temps. C'est malheureusement un jeu à somme nulle. Et pourquoi est-ce que je vais choisir de faire ça et pas un autre test? Genre, comment est-ce que je vais décider? Quelqu'un vient me dire, Albert, je pense que tu es surdoué, tu veux bien passer un test de QI. Je vais lui dire, bah, pourquoi est-ce que je vais pas passer un test pour voir si je ne suis pas, genre, un hyper bon joueur de tennis et je le sais pas parce que j'ai jamais joué au tennis. Comment je Mhm. décide quel test je vais passer, quoi? Vu que, genre, voilà. Donc, c'est pas, je dis non parce que je veux pas savoir. C'est juste que, où est-ce que je mets la limite? Parce qu'il y a une infinité de tests qui existent. Pourquoi ce test et pas cet autre test? Pourquoi est-ce que je veux pas savoir? Peut-être que si ça se trouve, je suis champion olympique de bowling non révélé encore. Du coup, je passerai ma journée à aller essayer tout et n'importe quoi. Peut-être que je peux coudre et devenir une star de la mode si je passe des tests d'appareillage de couleurs, par exemple. Mais à un moment, je sais pas si tu vois le problème, quoi, quand je commence à Bah, m'amuser je à vois le faire des tests sur problème, couleurs. et je vois le problème, et je vois que tu t'en amuses. Je me dis simplement le fait que, bah, dans ce que je t'ai déjà entendu dire, il y avait une bonne partie de hasard qui t'avait Oui, guidé oui, oui, à ma vie faire est une des guidée par du activités qui hasard, oui, étaient les oui, bien tiennes. sûr. Et donc c'est bien qu'à des moments, des suggestions ont Oui, porté oui, leurs bah, fruits. peut-être que je dirais oui, si je suis dans un état machin, mais c'est comme si quelqu'un me dit pourquoi tu veux pas aller faire des tests sanguins chaque semaine pour voir quelle vitamine te manque, quoi, genre. Peut-être que si je suis à une soirée et quelqu'un a un test et me dit genre ah je vais te faire passer un test pour voir comment fonctionne ton imagination, je vais peut-être dire ok genre pourquoi pas. Après je pense pas que je vais attribuer à ce test. Je tenais des cours de psychométrie donc je sais à peu près comment ça marche les tests. Je pense pas que je vais attribuer une importance hyper importante à ce test genre quel est ton animal spirituel genre. Si je suis à une soirée, why not, quoi. Mais aller prendre rendez-vous et bloquer une partie dans mon agenda pour aller voir quel est mon animal spirituel, je suis pas sûr que c'est ce qui me tente le plus, on va dire ça comme ça, quoi. Je Mais je comprends. suis pas, c'est pas Ok. genre une sorte de non, je veux pas savoir, oh mon Dieu, etc. Après, je pense que si j'étais autiste, ça se saurait, parce que souvent, c'est quand même une cause de souffrance. J'ai la chance d'aller relativement bien, quoi. Bah, je m'en réjouis. Après, il y a des personnes qui sont sur le spectre qui vivent probablement bien aussi. Mais dans ce cas-là, est-ce que c'est utile d'aller faire les tests? Non, ce sont souvent des gens qui justement vont pas forcément y aller. Si on Effectivement, décide il d'aller faut une faire un test, genre là, difficulté, il moi, faut je dois faire ressentir. des tests sanguins parce que j'ai un reflux. Euh, si j'avais pas le reflux, j'irais pas faire des tests de reflux, quoi. Je comprends. Voilà. Mais généralement, je pense que c'est comme ça que ça arrive aussi dans la vie des gens, Ouais. c'est-à-dire que c'est suite à une souffrance et une incompréhension de la façon dont on vit les choses et euh, dont on Et les interprète et c'est la pour ça que je dis difficulté qu'il qu'on a à faut. rentrer dans le Ouais. jeu, en fait. C'est pour ça que je dis qu'il faut faire attention, parce que quand on est en souffrance, c'est très facile d'adhérer à des récits, parce qu'on pense que ça va nous aider à réduire cette souffrance. Et le fameux l'abus de personnes en souffrance, ben, ça existe, et ça peut rapporter beaucoup d'argent. Ok, j'entends. Je reste quand même un peu là-dessus une seconde Ouais. pour te dire, à titre personnel, comme je te le disais tout à l'heure, cette étiquette-là, on pourrait me l'enlever aujourd'hui, ça serait pas grave pour moi. Et pourtant, ça a une vertu dans ma vie. Donc en fait, pour dire, même si ça se trouve, si on me disait qu'elle n'existait pas, Ouais. ce serait pas grave pour moi. Mais je pense aux gens à qui ça peut
rendre service de croiser ces étiquettes-là aussi en faisant cette chaîne, Mmh. puisque justement ça a eu cet impact-là sur ma vie à moi, une sorte d'autorisation à rejoindre le groupe, une sorte d'autorisation à oser justement, ben, je sais pas, aller vers l'ouverture, dire ça m'intéresse, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça comme ça, j'ai envie de dire ça comme ça. Et en fait, ça a été un moment de bascule d'autorisation, et peu importe en fait la véracité de l'étiquette en question a posteriori sur mon cas personnel, Mmh. évidemment. Je parle pas pour les autres là. Donc je me dis, il y a peut-être une vertu presque intrinsèque pour certaines personnes que ces étiquettes Bien sûr, soient, bien voilà, sûr, je dis pas non, bien sûr, mais il y a une différence énorme entre quand on pense à l'individu et quand on pense au groupe. Et du bien coup, sûr. moi, mon but en tant que professionnel de la santé mentale, c'est quand j'évalue quelque chose, pas seulement évaluer les personnes pour qui ça aide, mais évaluer aussi les personnes pour qui ça fait beaucoup de mal. Donc, du Ouais, coup, il faut tout le temps, genre, si demain je découvre un médicament qui aide 99% ou 95% des gens, mais en tue 5%, est-ce que je l'utilise ou pas? Et du coup, il faut tout le temps évaluer les gens que ça aide, oui, aussi les gens qui en profitent avec ces étiquettes. Mais si je ouais. rencontre quelqu'un qui me dit, moi, je suis un zèbre hypersensible sur le spectre autistique, et quand j'ai découvert ça, ça m'a sauvé la vie, je peux lui dire non, 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 non. Je vais lui dire, je suis content pour toi, quoi. Mais fais attention de ne pas aller dire à quelqu'un d'autre qui souffre que peut-être tu es un zèbre hypersensible sur le spectre autistique. Ouais. C'est juste que, encore une fois, un individu, c'est complètement différent d'une recommandation, d'un diagnostic, d'un groupe, etc. C'est tout. Tout à fait. Est-ce que tu aurais justement une définition personnelle à nous donner de l'intelligence? Comment tu formules ça? Je dirais, c'est la capacité à acquérir et à appliquer de la connaissance et des compétences, quoi. Genre, comment est-ce que je peux comprendre des connaissances et puis les appliquer? Produire de la connaissance, acquérir de la connaissance, puis en produire ou les appliquer. Est-ce que tu te considères toi comme multiple à l'intérieur de toi? Et si oui, comment composes-tu avec cette multiplicité dans ton Multiplicité rapport à toi d'identité? et ton rapport aux autres? Oui, la multiplicité des points de vue que tu peux Oui, bien sûr. explorer d'une certaine Bien sûr, manière, on a plein de à quelle époque self. de ta vie, pardon? On a plein, 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 plein de self. Et Ouais, ça c'est étudié. Le moi qui te parle, je parle pas de la même manière avec toi qu'avec ma copine ou avec mes parents ou avec ma fille. Là, je sais que je vais être regardé, etc. Mais même avec toi, si on n'était pas, s'il n'y avait pas la caméra, peut-être qu'on parlerait différemment, hein. Et heureusement, on n'a pas à composer avec ça. On le fait de manière très, très naturelle. Genre là, quand on va raccrocher, je j'ai pas un bouton dans ma tête, j'appuie et je deviens un autre Albert. C'est des selfs, on appelle ça des social selves, des selfs sociaux, qui émergent selon le contexte, avec des normes sociales, avec des coutumes, avec des cultures, et qui conditionnent comment je fonctionne. Et je fais ça de manière très très automatique, et ça ne me coûte quasiment rien d'être plusieurs. Comme disait Renaud, je suis une bande de jeunes à moi tout seul, et ça se passe très bien. Mais on est ok. tous, hein, Oui, oui. j'ai même travaillé, genre j'ai lu pas mal de livres sur comment est-ce que notre cerveau nous cache ces trucs pour pas qu'on devienne ouf, quoi. À se dire, putain, mais je suis pas le même, etc. Machin. Les gens qui disent je suis la même personne avec tout le monde, je mets pas de masque, etc., se font des films. Ce serait complètement absurde. Ouais. Si je vais aller dire bonjour à ma collègue comme je dis bonjour à ma femme, ça peut être du harcèlement. C'est pas top. Oui, mais justement, moi je trouve ça intéressant aussi de venir sur cette multiplicité de temps en temps parce que on peut avoir tendance à vouloir considérer sa seule identité comme étant un roc, une espèce de monolithe comme ça. Et Il y a j'aime un bien la tempérament qui est souplesse. stabilisé. Genre, je suis Oui, quelqu'un, par exemple, de calme. Mais évidemment, je peux m'énerver. Si quelqu'un va me dire des trucs, je vais m'énerver. Mais en général, je suis quelqu'un qui a un tempérament relativement calme. Je suis quelqu'un qui ne se prend pas au sérieux, etc. Mais ça, c'est des tendances. Mais tout peut faire sortir d'une tendance. Mais je pense pas qu'il y a un truc en moi. Et sûrement que la personne que je suis aujourd'hui n'a peut-être rien à voir avec qui j'étais il y a 20 ans. Mais c'est un changement qui se fait de manière progressive et on a un truc qui s'appelle la cécité au changement progressif. On ne réalise pas qu'on est en train de changer. Et parfois c'est une bonne chose et parfois c'est un truc moins top. Ça dépend de comment je suis en train de changer. Par exemple, je vais petit à petit devenir un vieux con. C'est moins top que petit à petit devenir un vieux sage. ce qu'on croit savoir scientifiquement, c'est Hmm. simplement ce qui n'a pas été encore réfuté. Ouais.
Donc, en fait, on connaît le monde par la négative, quelque part? On peut dire ça comme ça. Il y a des choses qu'on peut savoir par la positive, comme par exemple les observations, mais en général, une grande partie de la construction scientifique se fait par la négative. Mais ça ne veut pas dire que tout se vaut. Parce que c'est beaucoup plus compliqué d'aller euh, réfuter la gravité que d'aller réfuter les deux systèmes de pensée de Kahneman, par exemple. Parce qu'il y a Ouais. l'accumulation de tentatives de réfutation qui ont échoué. Et parfois, des trucs deviennent très difficilement réfutables parce qu'on a essayé plein de manières. Et du coup, il ne faut Euh, pas je, tomber dans je- le relativisme. Ouais. Pour toi, c'est un écueil? Oui, bien sûr. Ouais. J'ai complètement un autre sujet, mais je me demandais, parce que vraiment j'ai posé déjà cette question et ça disait rien à la personne de répondre à la question, donc je te la pose à toi, on sait jamais, peut-être que ça Vas-y, va plus t'inspirer. vas-y. Je trouve qu'il y a beaucoup de films en ce moment, de productions cinématographiques et de séries autour des super-héros. Donc l'univers du don, non seulement, bah, on en parlait juste avant, est stimulé pour les personnes lambda, pour les humains que nous sommes, et en même temps, il est stimulé aussi au niveau des productions. Harry Potter, Divergent, Misfits, Heroes, les Marvel, etc., etc. Qu'est-ce que le psychologue que tu es pense de cette recrudescence en fait des super-héros? C'est des époques. C'est des époques. Par exemple, il y a eu une période où c'était des époques les vampires. Il y a eu une période où la majorité des créations c'était des vampires. Puis on a eu une époque où c'était les zombies. Genre Shaun of the Dead, The Walking Dead, Night of the Living Dead, machin, plein de dead qui marchaient. Puis on a eu une période de super-héros dans les années 40-50, ça s'appelle les Golden Age of the Comics, sur des comics, genre c'est là où ça a été créé, Batman, Spider-Man, genre tous ces man machin ont été créés genre en une dizaine, vingtaine d'années de DC Comics et de Marvel Comics. Puis on a eu une période de paranormal, genre des fantômes partout, Ghostbusters, genre SOS fantôme, Scooby-Doo, machin, machin, fantôme, paranormal, paranormal, paranormal. Puis on a eu notre période extraterrestre, Independence Day, Men in Black, machin, tout ça. Et là, on est de retour à la phase super-héros. C'est des tendances, c'est des récits, c'est des archétypes. Je pense qu'il faut pas trop surinterpréter. Marvel se font des couilles en or avec ça, et du coup, ils vont pomper le filon jusqu'à ce qu'on rebascule soit dans les zombies, soit dans les vampires, soit dans les fantômes, soit dans les extraterrestres. Ok, Il y a aussi, là ok. aussi, il y a des articles dessus, hein. Ça te dirait pas autre chose à l'oreille? C'est juste une sorte de mode, surfer sur une espèce de vague, La mais ça ne dit narrativité. rien de nous. En Au fait, niveau collectif, on n'a pas un besoin de se voir là-dedans. Je sais pas, je pose cette je question. sais pas. Je sais pas. Je serais prudent sur ces interprétations Ok. impératives. Peut-être, mais j'ai aucune raison solide de le croire. Surtout que les super-héros, souvent, le deviennent. Genre, le seul super-héros qui est un peu ordinaire, c'est Batman, et il est multimillionnaire. Mais sinon, les autres super-héros, il faut soit une araignée radioactive, soit venir Ouais. de Krypton, soit genre être un dieu comme Thor, soit je sais pas quoi. Donc c'est quand même des super-héros qui sont le seul super-héros qui serait réaliste, c'est Kick-Ass, et il se fait défoncer la gueule chaque 5 minutes dans le film. Donc c'est pas le truc qui fait rêver Ok. quoi. Je vais aller me faire défoncer la gueule chaque 5 minutes, c'est pas comme rêve. Du coup, toi qui t'intéresses beaucoup aussi au climat et aux changements qu'on pourrait effectuer qui iraient dans le sens d'une régulation collective, je me demande aussi quel regard tu portes sur les productions qui, cette fois-ci, traitent de la dystopie, parce qu'il y en a énormément aussi. Ça aussi c'est quelque chose qui est pas nouveau. Le livre de Giant Well de J.G. Ballard, par exemple, 1962, d'un monde qui s'effondre, genre on connaît tous 1984, Animal Farm, machin, machin, machin. Donc c'est pas ça qui manque non plus. On a toujours eu des mondes d'utopie et des mondes de dystopie. Mais c'est vrai que là, on est plus sur de la dystopie que sur de l'utopie, parce que aussi c'est l'art, comme la science, c'est la fille de son époque. Et on a très peu de raisons en ce moment d'être vraiment utopique. Donc, avec le réchauffement climatique, avec les inégalités sociales, avec la polarisation de la société, etc., il y a beaucoup plus de chances de produire Black Mirror que de produire White Mirror, quoi. Donc, c'est aussi une... Je pense que c'est ça plutôt qui informe ces productions que ces productions qui sont en train de plomber tout le monde. Genre, il y a Ouais, des puis il y vraies a aussi raisons d'être plombé dans le monde aujourd'hui. il y a aussi le nombre de productions qui a jamais été aussi
important. J'imagine que ça fait partie de cette sensation que j'ai, moi, personnellement, d'en avoir de partout, en fait. De voir que j'ai l'impression qu'un film, s'il n'y a pas déjà une arme sur la jaquette, c'est pas un film. Et puis que si c'est pas soit une dystopie, soit des super-héros, bah c'est des drames, quoi. Et j'ai l'impression Non, il y a pas. non, Mais il voilà. y a du cinéma absurde, genre il y a Monsieur Oiseau, Ouais. genre je sais pas si tu connais, comment il s'appelle, Oui, oui, Quentin Dupieux, ouais. Quentin Dupieux, qui fait des trucs absurdes. Dans la même veine, il y a Michel Gondry. Et puis il y a des trucs Oui. assez drôles et absurdes qui se font, genre tout ce qui est la comédie un peu à l'américaine, The Office, Parcs et Récréations. Et puis il y a des trucs vraiment sociaux, genre Friends, etc. Et il y a l'éléphant dans la chambre, je sais pas si ça se dit en français, la télé-réalité. Genre les Kardashians, des anges à Marseille, des anges je sais plus où, des gens je sais pas où. Et puis il y a aussi tout ce qui est les talk shows, les Touche pas à mon poste, les Hanouna et tout ça qui sont aussi hyper scénarisés, je pense. Donc ça dépend de ce qui nous intéresse. Et puis chaque segment de genre je pense pas que par exemple les trucs de super-héros ou même de dystopie sont ciblés pour des personnes qui ont la soixantaine. Genre. En tout cas, si tu vas au dernier Doctor Strange, je pense pas que tu vas trouver 50 personnes qui ont 70 ans, qui viennent voir Doctor Strange. Quoi. Donc eux, ils vont voir autre chose. C'est Et on est justement, dans un monde capitaliste, du coup, ouais, le capitalisme va produire quelque chose qui va plaire à chaque personne. oui. Et je me pose cette question, je me dis justement, là tu cites tout ce qui est télévisuel et non pas forcément les plateformes. Là, ce qui est disponible au niveau télévisuel, est-ce que toi tu le consommes? Est-ce que tu es consommateur de ça? Est-ce que tu te tiens informé là-dessus? Est-ce que c'est important Je pour me toi tiens de... informé, mais j'ai pas de télé, donc je consomme pas parce que j'ai pas de télé. Mais je me tiens informé et je consomme beaucoup d'internet. Ok. J'ai une question qui a plus rien à voir avec ce qu'on vient d'évoquer. Je sais qu'il n'y a pas vraiment de réponse définitive là-dessus, mais qu'est-ce que quelqu'un qui a l'éclairage qui est le tien pense de où est située la conscience? Est-ce qu'elle est située dans le cerveau pour toi? Est-ce que c'est une certitude? Est-ce que c'est simplement une interface, le cerveau? Comment tu éclaires ça? Alors c'est une question très très intéressante qui touche à la philo, à la neuroscience, etc. Et je suis en ce moment en train de lire probablement le livre le plus pointu sur la question qui s'appelle Being You, d'un auteur qui s'appelle Anil Seth, qui est chercheur sur la conscience, qui est en train de proposer un nouveau paradigme de la conscience. Et je pense que la manière dont tu as posé la question est un peu orientée, dans le sens où la question peut être dans le cerveau, mais peut dépendre de l'intégration avec l'autre. Et on appelle ça la cognition incarnée, c'est un courant de pensée là c'est un courant théorique en neurosciences, qu'on ne peut pas résoudre la question de la conscience en observant juste le cerveau, parce que la conscience est incarnée, elle est enactment, ça s'appelle, elle est incarnée dans un corps, qui est incarné dans un contexte, et du coup, je ne peux pas étudier la conscience juste dans le cerveau, dans un labo, parce que la conscience est modulée par ta présence, par la présence des autres, et donc le cerveau serait un centre d'interface de mes sens et de la présence des autres, mais que c'est quand même dans le cerveau. Donc, la manière dont tu as posé les questions, c'était comme ou l'une ou l'autre, et aujourd'hui on pense que c'est les deux, et qu'on ne peut Ok. pas les séparer. On trouve les corrélats potentiellement de la conscience, mais il y a ce problème difficile de la conscience qu'a évoqué David Chalmers, c'est que c'est difficile en même temps de... En gros, la question c'est pourquoi est-ce qu'on a une vie intérieure. Et il donne l'exemple du zombie agent. Genre, imagine que moi, je suis un zombie qui répond à tout. De l'extérieur, je suis exactement la même chose, mais de l'intérieur, j'ai pas une vie intérieure. Est-ce que ça changerait quelque chose pour le monde extérieur? Non. Est-ce que ça changerait quelque chose pour moi? Oui. Et du coup, mais à quoi ça sert d'avoir une conscience, ça s'appelle autopoénétique, c'est-à-dire qui a conscience, je sais pas comment on dit en français, mais qui a conscience d'elle-même, donc j'ai conscience que moi j'existe, qui n'a pas vraiment une fonction, si on était juste des input-output. Donc ça a longtemps travaillé la communauté, et Anil Seth, dans Being You, qui malheureusement n'est pas traduit en français, donc si quelqu'un est intéressé, c'est assez accessible, hein, mais c'est un des meilleurs livres, je pense, que j'ai lu récemment, en tout cas sur le cerveau, parce que heureusement je ne lis pas juste sur le cerveau, euh, explique qu'on pose mal la question si on se demande est-ce que c'est dans le cerveau ou est-ce que le cerveau est un centre d'intégration. Il explique que c'est les deux. Oui, les bases neurales de la conscience sont très 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 probablement dans le cerveau, mais qu'on ne peut pas
résoudre cette question d'un point de vue formel juste en observant un cerveau. Il faut qu'on observe le cerveau incarné dans un corps, incarné dans un contexte. Ok. Bon, bah déjà, ça fera aussi, ça fera partie de la bibliographie qui sera en lien dans la description. Voilà. Tu as cité beaucoup d'auteurs, on essaiera de De les remettre retrouver. un petit peu. Ouais, c'est ça, exactement. Tu nous as donné du travail, c'est cool. Mais il y a tout Euh, un champ, pour continuer sur ce cognition incarnée, il y a ouais, même un champ de cognition incarnée à appliquer, par exemple, à la psychiatrie. Et vous pouvez lire un livre qui s'appelle The Ecology of the Brain, et il s'appelle Thomas Fuchs, Fuchsh. ok. CHS. Thomas Fuchs, Ah, Fuchs. ok. Bon, bah écoute, chouette tout ça. Je te propose, ben voilà, de finir là-dessus. Je vais donc passer la parole à Gaëtan Ok, pour pour qu'il partage avec toi ce qu'il a vu dans cet super. entretien et ce qu'il en retient et les questions qu'il a envie de te poser. Super, Euh, merci en tout cas pour toutes ces questions. Eh bien, je vais faire la petite conclusion d'aujourd'hui en te remerciant déjà pour le temps que tu nous as accordé, Albert. Merci beaucoup pour ça. Donc, à plusieurs reprises, au moins deux reprises dans l'interview aujourd'hui, tu as parlé de la connaissance et la fille de son époque. Donc, tu as cité cela. Tu parles de cette connaissance par rapport à l'époque en termes de politique, en termes d'idéologie, mais aussi en termes de morale, puisqu'un peu plus loin dans l'émission aujourd'hui, tu as parlé aussi de ce rapport à la morale. Et c'est vrai que cette façon d'aborder la connaissance est aussi liée à ces éléments-là. Tu as parlé, et c'était très intéressant pour moi aussi, de la science, mais sur ce côté passionnel de la science. Tu parlais, c'est l'œuvre aussi d'une vie, et pas simplement d'un business, pas simplement pour de l'argent, mais vraiment parce que c'est quelque chose qui est moteur. C'est quelque On est chose très que tu mal me payé, confirmes? hein. On est très mal payé, donc ça peut pas être pour l'argent. Genre la majorité écrasante des chercheurs se font très peu d'argent, hein. Genre si tu regardes les top 100 000 millionnaires, il y a aucun chercheur dedans, très peu. Donc l'argent c'est pas en recherche qu'on le fait en tout cas. Et surtout pas en France. Genre moi j'étais à l'hôpital, j'avais bac plus 12 et je gagnais 1,5 fois le SMIC. Donc oui, non, c'est pas pour l'argent. Donc il y a vraiment la passion avant tout, et le moteur, il est interne avant d'être externe par rapport à ce travail. Tu as parlé aussi de tendre vers l'objectivité, mais avec cette notion de faut vraiment avant tout déclarer notre subjectivité et vraiment accepter parce qu'on est à la fois juge et partie dans ce travail. Hein. Et donc tu parlais aussi de attention à peut-être ne pas trop rechercher l'objectivité. Est-ce que tu arriverais à développer un peu plus ça? Oui, par exemple, la dernière question qu'on m'a posée sur, par exemple, la conscience, etc., bah, quelqu'un comme Fuchs, qui travaille sur la cognition incarnée, va dire, moi, dans mon cadre théorique de la cognition incarnée, je pense que la psychopathologie, c'est ça, versus quelqu'un qui est, je sais pas, cognitiviste, va dire, bah, moi, je pense que les troubles anxieux, c'est un traitement de l'information, vers quelqu'un qui est psychiatre, qui va dire, moi, je pense que c'est un dérèglement, ou un type de neurobiologiste, c'est un dérèglement chimique dans le cerveau. Et, et du coup, ça part de l'intention du cadre théorique. Quand je dis subjectivité, c'est dans quel cadre théorique est-ce que je me situe pour pouvoir faire ce travail d'objectivation. Donc est-ce que si je dis que l'objectivité n'est pas souhaitable parce qu'il faut toujours garder une part de doute, c'est ça l'idée? J'ai pas dit qu'elle n'était pas souhaitable. Je dis il faut tendre vers l'objectivité, mais il faut réaliser qu'elle n'est pas nécessairement atteignable. En tout cas, pas à l'échelle individuelle, à l'échelle de la connaissance sur une longue durée de temps. On peut tendre vers l'objectivité. J'ai donné l'exemple de champs qui ont été stabilisés, le déplacement des objets dans l'espace, la gravité, etc., etc. Mais en tout cas, dans mon domaine, qui est bref, la compréhension de l'appareil psychique humain et du fonctionnement du cerveau, on est encore loin d'un modèle théorique unifié. Dans une époque qu'on appelle paradigmatique, et du coup c'est important de garder ça en tête. Ça correspondait à l'humilité épistémique dont tu nous as parlé tout à l'heure? C'en est une forme. C'en est une forme, ok. Tu nous as évoqué l'impuissance acquise à un moment donné. Mhm. Alors, il n'y a pas eu trop de développement là-dessus. Est-ce que tu pourrais en parler un petit peu plus de cette... Est-ce que ça a rapport avec l'éducation, ou est-ce que c'est plus vaste que ça? Alors, il peut y avoir de l'impuissance acquise dans l'éducation, une expérience qui a été faite sur l'impuissance acquise, par exemple,
les filles qui pensent qu'elles sont moins bonnes que les garçons en maths, alors que quand je sais pas, on donne une figure à dessiner, et si on dit que c'est une tâche de dessin, les filles réussissent. Si on dit que c'est une tâche de géométrie, les filles ne réussissent pas. Et on peut imaginer que c'est une forme d'impuissance acquise, ou la croyance sur quelque chose limite ma capacité à avoir accès à mes compétences. Alors, tu as évoqué aussi la peur des personnes qui s'imaginent savoir, en fait, grosso modo. Est-ce que c'est une sorte de peur que ces personnes se sentent omniscientes, contrôlantes et fassent complètement fi du doute? Alors tu as aussi un ouvrage qui parle de l'effet Dunning-Kruger. Est-ce que cette peur-là, là encore, encadre tout ça? Oui, j'ai un peu peur de ce qu'on appelle les biais de surconfiance en général. Le problème, c'est que quand on pense qu'on sait, on cherche plus. Et du coup, de se satisfaire de réponses qui sont pas satisfaisantes. Tu as aussi évoqué pas mal d'auteurs de science-fiction, entre Isaac Asimov, Philip K. Dick. Ces auteurs de science-fiction, pour toi, ce sont des sources d'inspiration, des entraînements du cerveau sur des possibles ouvertures, ce qui te permet de te dire, bon, bah, ils ont pensé à ça, pourquoi est-ce que j'irais pas aussi, moi, penser à tout ça? Ou c'est juste une nourriture plaisante pour ton cerveau qui aime Des auteurs ces que sujets? j'ai lus dans mon adolescence, et je continue à lire de Ouais. science-fiction, mais aussi, encore une fois, pour moi, il y a une porosité entre l'art, la science et tout ça, et donc parfois, oui, ça nourrit, et surtout dans les sciences cognitives, on fait beaucoup de philo aussi, et ça peut pousser à avoir certaines expériences de pensée qui peuvent nourrir comment réfléchir à des trucs. David Chalmers qui pose la question de le problème difficile de la conscience, j'ai écrit un article dessus. Il est tout autant philosophe que chercheur en sciences cognitives. Alors justement, quand tu dis tout autant philosophe que chercheur, moi ce que je me suis indiqué sur mes notes, c'est qu'à un moment donné, en t'écoutant, je me disais que tu pouvais, si on met des étiquettes toujours pareilles, hein, être tout autant intéressé, être psychologue que sociologue, puisque tu t'intéresses beaucoup à tout ce qui a trait aux mouvements sociaux. Quand tu disais à l'époque, j'aime bien regarder ce qui se passe, ces courants-là, donc Oui, c'est mais dans les sciences psychologue et cognitives, en sociologue? fait, les sciences cognitives, c'est une discipline transdisciplinaire où il y a une dimension sociologique, psychologique, etc. Je ne veux pas dire que je suis sociologue parce que je n'ai pas fait ces études, mais évidemment, j'ai eu des cours de psychologie sociale, et évidemment, quand on pense l'individu, il faut le penser dans son contexte. J'adhère pas mal à la notion de cognition incarnée et de tout ça. Si je dois révéler ma subjectivité, c'est un courant auquel je m'intéresse pas mal, et qui est assez présent dans le deuxième livre que je suis en train d'écrire. Et du coup, évidemment, je suis obligé de passer par les animaux sociaux que nous sommes. Et j'ai fait ma thèse sur la phobie sociale, donc déjà, je baigne des gens dedans depuis un moment. Donc, oui, la sociologie, la philosophie, l'anthropologie, l'interculturalisme. Je suis d'origine libanaise, donc la culture, le rôle de la culture, etc. Ça, du coup, toi aussi, tu incarnes tous ces éléments. J'avais noté que les étiquettes rendent le monde fonctionnel pour Mhm. la mise en commun des connaissances, que c'était fallait pas nécessairement rejeter toutes ces étiquettes, puisque c'était un bon outil, un bel outil pour pouvoir permettre justement de travailler ces connaissances avec autrui. L'idée, c'était de ne pas réfléchir comme un avocat, mais plutôt de réfléchir comme un détective. J'ai retenu ça aussi, cette citation de toi. En tout cas, quand je suis en train d'essayer d'acquérir de la connaissance formelle. Mais encore une fois, je peux réfléchir comme un avocat si je veux créer de la cohésion sociale et de me dire que mes potes sont meilleurs que les potes des autres. Et quand tu es en soutenance, du coup, de thèse, tu es plutôt comme Non, en sens de un thèse, avocat à défendre. il vaut mieux être détective dans la présentation, il vaut mieux être avocat aux questions-réponses. C'est ce que je disais tout à l'heure sur cette capacité qu'on a à s'adapter Voilà, suivant exactement. le moment. J'ai noté aussi cette notion de pureté intellectuelle de l'activiste, ce qui Hein. lui fournit une cohérence interne dans son fonctionnement. Je me demandais, est-ce que parfois tu te considères comme une sorte d'empêcheur de tourner en rond? Non. Non, non, j'aime pas du tout. Je suis quelqu'un, j'aime pas m'extraire du groupe. Je pense Ok. pas que je suis différent des autres. Je pense pas que je suis spécial. Je pense pas que je suis disruptif, que j'empêche les gens. Au contraire, je me considère comme quelqu'un qui pousse les gens à tourner en rond. Si ça se dit comme ça, genre ça sort très mal, mais en tout cas, ok, c'est pas ça. J'essaye pas de faire en sorte que les gens se tournent en rond, mais en tout cas, j'essaye pas d'empêcher les gens de faire quoi que ce soit. J'aime pas du tout Et si la je... notion des gens, en fait, c'est quelque chose qui me dérange, parce que je fais partie des gens. Et quand on parle des gens, c'est comme si on s'extrait. C'est un peu comme les gens qui disent je suis coincé dans un embouteillage. On n'est jamais coincé dans un embouteillage, on est l'embouteillage. Genre, pour les autres, je suis l'embouteillage. Du coup, pour les autres, je suis les gens. Donc, non, je suis pas en train d'essayer d'empêcher personne. La vie est assez difficile, que j'ai pas besoin d'être un obstacle en plus pour personne. Ce qui peut aussi limiter cette sensation d'isolement à un moment donné quand on s'extrait en disant les gens. Ouais. Voilà.
Et si je dis qu'un bon réflexe à avoir systématiquement, c'est le mot pourquoi? Ouais, ça me va. C'est peut-être c'est une question qui me plaît beaucoup. J'aime beaucoup le Le pourquoi. pourquoi. Ouais. Mhm. Alors, je conclurai juste par une petite pirouette intellectuelle en disant qu'en ce moment, effectivement, on peut avoir l'impression que socialement, il y a beaucoup d'étiquettes qui vont être posées pour chacun. Donc une sorte de mine d'étiquettes que l'on continuerait de miner à longueur de journée. Et le jeu de mots, c'est est-ce que finalement, à force d'avoir des étiquettes qu'on nous pose dessus, ça ne finirait pas carrément aussi à miner notre morale? Qu'est-ce que tu pourrais en dire? Ça dépend du sens qu'on met derrière les étiquettes. Encore une fois, parfois les étiquettes, ça booste le moral, et parfois les étiquettes, ça mine le moral. Et tout dépend de où est-ce qu'on se place et comment est-ce les récits qu'on se raconte autour de ces étiquettes. Genre, j'aime beaucoup le pourquoi et j'aime beaucoup le ça dépend. Il y a un côté suisse alors, plus que Bah, je sais pas, mais peut-être. ça dépend. Je te remercie chaleureusement Merci beaucoup. pour avoir accepté notre entrevue aujourd'hui. Merci beaucoup Albert pour ta confiance. Les liens pour accéder à ton travail sont disponibles sous cette vidéo. Et j'aimerais également remercier Gaëtan pour son aide précieuse et son soutien indéfectible et son esprit de synthèse. Et enfin, merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à réagir dans les commentaires, à t'abonner bien entendu, et n'oublie pas, la curiosité est un joli défaut. Salut!